Alors, donc, je vais revenir à la densité de l'hyperbolicité, ou plutôt à la non-densité de l'hyperbolicité. Donc, on a vu deux cas très spéciaux, très spécifiques, importants, mais le cas de la dimension 1 réelle, le cas du cercle, des diffeomorphismes du cercle, où on comprend tout. Hyperbolicité est équivalent à stabilité structurelle, et c'est une propriété ouverte et dense. Ensuite, le cas donc des fonctions rationnelles, où d'une part on a un théorème très puissant qui est celui de Magnier-Sullivan qui vous dit que stabilité structurelle c'est ouvert et dense, mais par contre on ne sait pas si c'est équivalent à hyperbolicité, donc on ne sait pas en particulier si l'hyperbolicité est dense. Je reviendrai un tout petit peu sur ce cas-là parce qu'on peut aussi regarder ce qui se passe pour des fonctions rationnelles à coefficients réels. Ou même des polynômes à coefficients réels, et ça sera plus tard, mais je ne sais pas maintenant, pas aujourd'hui en tout cas. Donc maintenant, je veux revenir au cas général, en quelque sorte, où là, on va voir qu'en général, sauf dans un cas très spécifique, on ne va pas avoir densité de l'hyperbolicité. Ici, dans ce cas-là, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais c'est pas complet, c'est ce qu'on attend quand même. Je veux dire, c'est une conjecture, dans le sens où la réponse qu'on attend, c'est quand même que la réponse soit positive ici, que ce soit vraiment une partie dense, même si pour le moment on est loin d'avoir une démonstration. Alors, donc, si je reviens à la question de densité de l'hyperbolicité dans le cas général, là, on dispose en général d'un certain nombre d'obstructions, en fait. Donc, il y a en fait deux mécanismes principaux qui font que l'hyperbolicité ne sera pas dense, sauf un cas particulier que je vais mentionner tout de suite. Donc il y a un premier mécanisme que je vais expliquer aujourd'hui, qui est celui des tangences homoclines. Alors c'est un mécanisme donc je vais expliquer ce que c'est. Pour le moment, c'est juste deux mots. Donc c'est un mécanisme qui fonctionne lorsque la dimension de la variété ambiante est au moins égale à 2. Mais pour que le mécanisme fonctionne, il faut que la classe de différenciabilité soit strictement plus grande que 1. Et par contre, l'autre mécanisme, qui s'appelle cycle hétérodimensionnel, même chose, là pour le moment je ne dis pas ce que c'est, je vais le dire un peu plus tard aujourd'hui. Donc il fonctionne cette fois-ci, il faut que la dimension soit au moins égale à 3, donc ça c'est une première différence. Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, c'est plus restrictif que le précédent, mais d'un autre côté, il fonctionne aussi en classe C1, donc de ce côté-là, c'est moins restrictif du point de vue de la régularité. Bon, alors, donc, il ne vous échappe pas qu'il manque un cas ici. Il manque le cas des surfaces, dimension 2, en classe C1. Et de fait, c'est un problème. Alors, je crois qu'enfin, ce n'est pas clairement écrit dans ce cas, écrit Smel, mais enfin, c'est la tradition, en tout cas dans le milieu, dans la communauté, d'attribuer cette conjecture, ce problème, enfin plutôt un problème qu'une conjecture, à Smale. Donc, si vous avez une surface connecte, compacte, enfin, comme je prends l'habitude pour regarder les diffeomorphismes, donc dimension 2, et topologie C1, eh bien, on ne sait pas si l'hyperbolicité est dense dans ce cadre-là. Alors qu'on va voir qu'elle n'est pas dense si vous prenez le groupe diff R de M, ici, avec R strictement plus grande que 1. Ou si vous prenez une variété de dimension 3 et plus. Bon, alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans chaque cas, ce qui va, ça va coincer du point de vue de l'hyperbolicité pour des raisons de non-transversalité entre variétés stables et instables de points périodiques hyperboliques. Alors, bon, ça pour le moment, comme je n'ai pas encore expliqué ce que c'est, ça sera clair une fois que je vais les introduire. Alors, d'abord, juste une petite remarque complètement élémentaire, et c'est juste pour dire que dans certains cadres, c'est complètement évident que l'hyperbolicité n'est pas dense. Donc, quand vous travaillez en respectant, ce n'est pas seulement des diffeomorphismes, mais c'est des diffeomorphismes qui respectent certaines structures géométriques. Donc, en particulier, le cas des diffeomorphismes symplectiques, celui qui arrive naturellement quand vous avez des systèmes mécaniques sans frottement. Donc, si vous partez d'une variété symplectique et que vous considérez des diffeomorphismes symplectiques, donc c'est complètement immédiat que l'hyperbolicité, je l'ai mis uniforme, pour le moment je n'ai parlé que d'hyperbolicité comme ceci, n'est pas dense,
dans le groupe des diffeomorphismes symplectiques. Et là, il n'y a pas besoin de voir des choses compliquées. Il suffit de regarder de façon locale à quoi ressemblent les points fixes. Donc, quand on a un point fixe, on regarde l'application tangente. Si le diffeomorphisme est symplectique, l'application tangente est elle-même une application linéaire symplectique, et donc elle appartient, quand on l'écrit comme matrice, au groupe symplectique. Et dans le groupe symplectique, il y a un ouvert de matrice formé, un ouvert de matrice pour lesquels les valeurs propres sont simples et de module 1. Bien sûr, quelque chose qui n'est pas du tout vrai dans le groupe GL linéaire général, mais dans le groupe symplectique, la propriété avoir des valeurs propres simples de module 1 est une propriété ouverte. Et donc ça passe au diffeomorphisme en regardant des points fixes. Et donc, dans une variété symplectique, les diffeomorphismes qui ont un point fixe totalement elliptique en ce sens-là, donc forment une partie non vide, ouverte et non vide. Et donc, ici, comme j'ai des valeurs propres de module 1, il est totalement exclu que le diffeomorphisme soit hyperbolique, par définition de l'hyperbolicité. Donc ici, c'est juste un résultat d'algèbre linéaire, qui est une obstruction à la densité de l'hyperbolicité. Mais c'est propre au cas symplectique, parce que si je reviens à des diffeomorphismes plus généraux, il y a un théorème de Kupka-Ismail qui dit que pour un diffeomorphisme générique, c'est comme d'habitude, ça veut dire G delta dense, enfin je veux dire, c'est appartenant à un ensemble G delta dense, eh bien, les points périodiques seront tous hyperboliques. Donc ce n'est pas en regardant juste l'application linéaire aux points périodiques que je vais réussir à conclure à la non-densité de l'hyperbolicité. Il faut forcément faire quelque chose de un peu plus sophistiqué. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une tangence homocline? D'abord, pour le moment, j'explique le phénomène, en quelque sorte. Eh bien, voilà le dessin. Donc ici, P, c'est un point fixe. Alors, fixe, ça pourrait être un point périodique, mais pour le dessin, j'ai dessiné un point fixe. J'ai un point fixe, donc j'ai dessiné en rouge la variété instable et en vert la variété stable. Et donc, alors c'est un point de type cell, j'ai dessiné en dimension 2, il faut essayer d'imaginer à quoi ça ressemble en dimension plus grande, mais c'est possible aussi de le faire en dimension plus grande. Donc, j'ai le point P, et donc la variété instable, vous voyez, elle continue là, et elle revient ici. C'est-à-dire que le point Q est un point d'intersection entre la variété instable et la variété stable de P, mais un point d'intersection non transverse. Ici, c'est une tangence quadratique que j'ai dessinée. Et bien sûr, par invariance, P est un point fixe, donc la variété stable est invariante par F, la variété instable aussi. Donc l'ensemble des intersections est invariante. Donc si j'ai une intersection en Q ici, tangence quadratique, j'aurai en appliquant petit f une autre intersection ici en f de q, une autre en f2 de q, etc. Et en revenant dans le passé, donc au bout d'un certain temps, la courbe ici, dans le passé, bien sûr, je tends exponentiellement vite vers P. Donc j'ai une autre intersection ici en un f moins m de q, et puis etc., moins m moins 1, moins m moins 2, etc. Donc bien sûr, ça tend vers P ici, et ça tend vers P, mais je n'ai pas dessiné les intersections successives. Vous imaginez bien d'ailleurs que dessiner les variétés stables et instables, déjà dans ce cadre-là, et ça se complique ensuite encore, mais est déjà un peu compliqué. Voilà, donc voilà la situation tangence homocline. C'est ça que j'appelle une tangence homocline, de façon générale, une intersection. Alors, souvent, je demanderais que ce soit de type quadratique. Alors, en dimension plus grande, il faut expliquer ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je veux une intersection non transverse entre la variété stable et la variété stable et la variété instable d'une orbite périodique hyperbolique en général. Voilà. Alors, donc je fais le dessin en quelque sorte correspondant pour un cycle hétérodimensionnel. La première dimension, c'est 3. Donc voilà le dessin. Alors dans ce dessin-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux points fixes. De nouveau, on pourrait expliquer avec périodique, mais enfin on ne va pas compliquer les choses. Donc P et Q sont des points fixes du diffeomorphisme F. Alors vous voyez, j'ai indiqué des flèches ici. Donc ici, en rouge, j'ai la variété instable de Q. Alors, je dirais, elle n'est pas complètement dessinée, elle s'étend un peu plus, mais je veux dire, c'est juste pour indiquer qu'elle est de dimension 2, avec ces deux directions, ici.
donc la variété instable de Q, et donc la variété stable de Q, c'est cette courbe-là, la courbe horizontale qui est dessinée comme ceci. Tandis que pour P, c'est la variété stable qui est de dimension 2, en vert. Hein. Et donc cette courbe ici, c'est une courbe d'intersection entre la variété stable de P et la variété instable de Q. Donc comme les deux sont de dimension 2, c'est une intersection transverse ici. Hein, puisque je suis en dimension 3, j'ai deux surfaces de dimension 2, et donc ici j'ai une courbe d'intersection le long duquel les plans tangents sont transverses. Donc j'ai une intersection transverse ici, mais là où ça ne va pas être transverse, c'est que j'ai la variété instable de Q. La variété instable, là elle monte vers le haut, là ça ne m'intéresse pas, mais ici je l'ai dessinée ici, elle revient, et ici elle va couper, donc ce point R ici, hein, c'est un point d'intersection entre la variété stable de Q, qui était comme ça, et la variété instable de P. Et cette fois-ci, bien sûr, quand ceci se passe, alors ceci, s'arranger pour que ça se passe, c'est assez facile dans une famille à paramètres qui permet de bouger une des courbes, par exemple celle-là, hein, de façon à ce qu'à un certain moment, un moment bien particulier, on ait cette intersection. Mais c'est forcément une intersection non transverse, puisque c'est une intersection de deux courbes en dimension 3, et bien sûr, donc à ce moment-là, la situation transverse, c'est de ne pas s'intersecter. Hein. Donc voilà ce que je viens d'expliquer. Hein. Donc avec les dimensions... Hein, donc P et Q n'ont pas la même dimension stable. Hein, il y a un surplus de dimensions dans cette intersection ici, et par contre un déficit de dimensions pour l'intersection en R, ce qui explique que donc R n'est pas une intersection transverse. Donc voilà, pour le moment, j'ai juste fait des dessins pour expliquer que ça. Alors je reviendrai un petit peu à ce cas-là plus tard, la prochaine fois. Pour le moment, je vais me concentrer sur l'aspect tangence homocline. Donc cet aspect-là reviendra un peu plus tard. Alors, oui, sinon j'ai dit avant quelques mots généraux, mais enfin c'est juste pour dire pourquoi est-ce qu'on on ne va pas avoir d'hyperbolicité. D'abord dans le cas, mais enfin les deux cas sont complètement parallèles. Hein. Dans le cas de tangence homocline, donc je dis que si j'ai une tangence homocline, je ne peux pas être hyperbolique. Hein, je peux faire le dessin. Donc, je ne vais pas tout dessiner les variétés, mais enfin j'avais le point Q que j'avais dessiné ici. Je ne sais plus, oui, c'était ça oui, effectivement. Donc la variété stable verticale, la variété instable horizontale. Hein, donc j'avais aussi, je remets ici, un point F moins M de Q. Alors, donc je prétends que le point Q est forcément récurrent par chaîne, puisque dans le temps positif, j'utilise simplement l'orbite de Q. Hein, dans les temps positifs, j'attends jusqu'à ce qu'elle s'approche de P. Ensuite, je fais un petit saut pour me retrouver en P. Ensuite, je fais un nouveau petit saut au coup suivant pour me retrouver sur un itéré négatif de Q de grand ordre, puisque cette orbite tend vers P. Hein, et puis ensuite, je suis l'orbite de Q pour revenir ici. Hein. Donc le point Q, de fait, tous les points de l'orbite de Q sont récurrents par chaîne. Hein. Alors si F était hyperbolique, comme les définitions de l'hyperbolicité, c'est que l'ensemble récurrent par chaîne est hyperbolique, hein, il faudrait que j'ai avant d'avoir des variétés stables et instables, au minimum des directions stables et instables, mais compte tenu que Q se rapproche exponentiellement de l'orbite de P, tant en temps positif qu'en temps négatif, le seul candidat raisonnable à être la direction, la direction stable en Q, c'est la tangente à la variété stable de P. Hein, et la seule direction possible pour la direction instable en Q, c'est la direction tangente à la variété instable en P. Et évidemment, par définition, hein, ces directions sont les mêmes. Hein. Alors, en dimension plus grande, ce serait simplement ne sont pas transverses. Mais enfin, ici, sont les mêmes parce que être pas transverse, ça veut vraiment dire avoir la même direction ici. Et donc, j'aurais pas eu une décomposition de l'espace tangent en espace stable et instable. Au contraire, l'espace stable et instable sont les mêmes. Hein, si je prends un vecteur tangent ici, dans cette direction, il tend vers 0 exponentiellement vite, tant en temps positif qu'en temps négatif. Alors qu'au contraire, si je prends un vecteur qui serait
non tangent, il tendra vers l'infini aussi bien en temps positif qu'en temps négatif. Voilà, donc, bon, c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc f n'est pas hyperbolique, c'est la même chose hein, dans le cas hétérodimensionnel. Donc de façon générale, qu'est-ce que je demande dans le cas d'un cycle hétérodimensionnel hein, je demande d'avoir cette fois-ci 2 points, alors fixes de nouveau, enfin, pour simplifier, 2 points fixes hyperboliques, alors il manque un S par contre, 2 points fixes hyperboliques P et Q de type cell. Alors je suis en dimension globale grand D, supérieure ou égale à 3, et donc d'une part j'ai un excès de dimension quand je regarde WS de P et WU de Q, et je demande que ces deux variétés ont une intersection transverse pour ne pas avoir de problème de ce côté-là, donc bien stable en quelque sorte, hein, je veux dire si je perturbe. Et d'un autre côté, WU de P et WS de Q ont un point R d'intersection. Alors cette fois-ci, bien sûr, pas transverse, puisque je n'ai pas le choix. Alors si j'essaye de redessiner un peu le dessin que j'ai fait tout à l'heure, hein, j'avais grand P ici, je pense. Non, c'était peut-être grand Q ici, d'ailleurs. Et grand P ici. Donc avec ici la variété instable, ici la variété stable. Et c'est celle-là qui finissait par s'intersecter en un point R. Donc je complète. C'est ça, oui. Et donc ici. Voilà. Donc ici, j'ai la partie intersection transverse hein, de dimension 1. Et donc cette intersection non transverse ici. Alors de nouveau, dans cette situation, le point R est récurrent par chaîne. Bon, c'est la même raison. Hein. Je veux dire, j'itère R positivement, je m'approche de Q, hein, je saute en Q. À ce moment-là, je saute de nouveau ici sur cette intersection entre les variétés instables de Q et variétés stables de P. Ça va me permettre, ensuite, je prends une vraie orbite, je m'approche de P. Une fois que je me suis approché de P, je saute en P, toujours par un petit saut pour avoir une delta pseudo-orbite. Hein. Ensuite, je ressaute sur la variété instable de P, de ce côté-là, et je saute à un endroit qui m'amène directement par une orbite jusqu'au point R. C'est-à-dire, en d'autres termes, je regarde d'abord l'orbite négative du point R, hein, je trouve un grand itéré négatif de R qui se trouve par ici, et je saute sur ce grand itéré négatif, et je termine pour créer une delta pseudo-orbite périodique. Donc, le point R est récurrent par chaîne, hein, et bien sûr, de nouveau, on n'a pas tellement le choix. Les directions stables et instables, hein, ça devrait être, pour la direction instable, la tangente verticale ici à la variété instable de P, et pour la direction stable, la tangente à la variété stable de Q, et je n'ai pas le compte des dimensions. Ce serait chacune de dimension 1, et ça ne me donnerait pas donc, quelque chose d'hyperbolique. Voilà, donc pour le moment, ce n'est pas encore suffisant pour conclure à la non-densité. C'est juste pour dire, quand j'ai un tel phénomène, que ce soit tangence homocline ou cycle hétérodimensionnel, je ne peux pas hein, être hyperbolique. Alors pour aller un peu plus loin, donc, il faut voir que ces phénomènes peuvent être denses, pas denses partout bien sûr, mais denses dans certains ouverts. Hein. Donc ce que je veux, c'est construire, pour voir que la non-hyperbolicité hein, peut comment dire, existe sur des ouverts, hein, donc l'hyperbolicité n'est pas dense en d'autres termes. Hein, je veux construire des ouverts non vides, hein, donc avec les conditions que j'ai dit. Donc soit quand c'est des tangences homoclines, hein, la M sera de dimension au moins 2, mais R sera, alors j'ai mis supérieur ou égal à 2, mais R strictement plus grand que 1 ira aussi bien. Hein, donc ici. Ou alors, hein, je prends une dimension 3, mais à ce moment-là, je peux me permettre de prendre des diffeomorphismes de classe C1. Hein, ça influe sur la topologie ici, je veux dire bien sûr. Les ouverts dans la topologie C1, c'est en quelque sorte beaucoup plus gros hein, que des ouverts pour la topologie CR. Bon, donc je veux que dans ces ouverts, hein, les phénomènes en question, tangence homocline ou cycle hétérodimensionnel, soient denses. Alors, on peut faire ça, hein, enfin je veux dire la méthode pour fabriquer ces ouverts, hein, c'est ce que je vais indiquer un petit peu, hein, c'est d'obtenir pour commencer, et ça il faut savoir en quel sens, hein, des ensembles basiques, donc dans un cas
pour le coup hyperboliques. Hein, je veux dire, de commencer en quelque sorte avec des difféomorphismes hyperboliques qu'on va ensuite perturber d'une certaine façon. Quand je dis perturber, ce sera des grosses perturbations, mais enfin, faire des constructions à partir de difféomorphismes hyperboliques qui ont des gros ensembles basiques de type cell. Alors, je vais expliquer, au moins dans le cadre des tangences homoclines, qu'est-ce que veut dire gros. Bon, donc il y a une notion d'épaisseur d'un ensemble de Cantor. Alors, attention, ce n'est pas un ensemble de Cantor abstrait. Je m'intéresse ici à un ensemble de Cantor qui est contenu dans la droite réelle. Donc un ensemble de Cantor avec de la géométrie. Donc, je prends l'alphabet sur 2 lettres, 0 et 1. Donc, je vais d'abord le munir d'un ordre, d'une relation d'ordre. Non, pas l'alphabet. Enfin, si, l'alphabet est muni de cette relation-là. Il n'y a que 2 éléments, donc je n'ai pas beaucoup de choix. J'ai celui-là et l'autre. Et ensuite, je munis l'espace des suites unilatérales dans cet alphabet, dans l'espace des suites indexées par les entiers positifs ou nuls, les suites de 0 et de 1. Je munis d'un ordre qui est l'ordre lexicographique. En d'autres termes, je regarde la première lettre. Si elles sont différentes, je dis que celui qui commence par 1 est plus grand que celui qui commence par 0. S'ils ont la même première lettre, je regarde la seconde, etc. etc. Et la première lettre où ça diffère, eh bien, donc celui qui a le 1 sera plus grand que celui qui a le 0. Bon, donc ça, c'est l'ordre que je mets sur cet ensemble AZ+. Maintenant, cet ensemble AZ+, c'est pour le coup un ensemble de Cantor abstrait. Et je vais me servir de cet ensemble abstrait qui a une relation d'ordre pour paramétrer n'importe quel ensemble de Cantor contenu dans la droite réelle, de façon à respecter la relation d'ordre. Alors, j'introduis une petite notation avant. Donc, on a déjà vu ça. C'est la notion de cylindre. Donc, en l'occurrence, je suis dans le cas unilatéral plutôt que bilatéral. Donc, je prends une suite finie de lettres ici, donc, qui appartient à l'ensemble des mots. L'ensemble des mots, donc A puissance n, c'est l'ensemble des mots de longueur n. Je prends un mot de n'importe quelle longueur, θ, et donc j'appelle cette θ l'ensemble des suites ici qui commencent par θ. Donc j'ai imposé quelles sont les premières lettres, puis ensuite ça continue comme ça veut. Donc voilà la notion de cylindre. Et ensuite, donc j'ai une notion de trivialisation d'un ensemble de Cantor. Alors attention, j'insiste, K est contenu dans R. Donc c'est un ensemble de Cantor qui n'est pas abstraitement vivant ou même vivant dans une variété. Ici, il est vraiment contenu dans R. Et donc je dirais que petit h, enfin je n'ai pas donné de nom ici, mais enfin il va apparaître, un homéomorphisme, une trivialisation, pardon, c'est un homéomorphisme de l'ensemble de Cantor abstrait A puissance Z+, sur K, et qui doit préserver l'ordre, puisque donc j'ai muni celui-là d'une relation d'ordre. K, c'est l'ordre. K est muni de la relation d'ordre induite par les réels. Et donc, je veux préserver l'ordre. Alors, c'est loin d'être unique. J'ai choisi, en quelque sorte, une dynamique arbitraire. Enfin, ici, j'ai la dynamique du décalage. K, ici, c'est juste un ensemble de Cantor. Il n'y a pas de dynamique pour le moment dessus. Et même quand il y aura une dynamique, elle n'aura pas forcément grand-chose à voir avec celle du décalage. Donc c'est vraiment purement géométrique ici. Pas de dynamique. Alors, j'introduis une notation supplémentaire. Donc je cherche à définir cette notion d'épaisseur, et ça interviendra au début du prochain slide. Donc, étant donné une trivialisation petit h et un mot fini, donc, alors je vais faire le dessin, là, je pense qu'il n'y a pas de... Donc, J de Hθ, c'est le plus petit intervalle. Donc, cette θ, c'est encore un ensemble de Cantor. J'ai fixé le début, puis ensuite, je peux choisir 0 et 1 une fois que j'ai écrit θ au début de mes suites. Et donc, cette θ, c'est un ensemble de Cantor. L'image H est un homéomorphisme, l'image est aussi un ensemble de Cantor. Et donc, ce que je prends, c'est l'enveloppe connexe, si vous voulez, ou convexe, le plus petit intervalle qui contient cet ensemble de Cantor. Donc, évidemment, je ne sais pas, voilà la droite réelle. J'ai fait un gros grossissement, je regarde localement. Donc, je vais en fait avoir ici le point H de θ 0. Donc là, c'est une suite, cette notation avec un bar au-dessus, ça veut dire que j'écris 0 et je répète infiniment
0. Donc c'est le plus petit du point de vue de l'ordre lexicographique. Hein, c'est la plus petite suite qui commence par θ. Puis la plus grande suite qui commence par θ, c'est évidemment la suite h θ suivie d'une infinité de 1. Alors, c'est l'intervalle entre ces deux-là, puisque h est croissant. Hein. H est croissant, et donc l'intervalle entre deux ça, c'est ce que j'ai appelé J de h θ. Alors, donc, le C de h θ, non, C de θ, h de C de θ, par contre, c'est la partie de l'ensemble de Cantor K qui se trouve entre ces deux points. Alors, en fait, donc là, c'est ce que je viens de dessiner. Ensuite, justement, si je regarde au cran suivant, c'est-à-dire je prolonge le mot θ, soit par θ0, soit par θ1, ben, je vois apparaître donc une première partie qui est là. Hein, alors ici, ce point-là, c'est le point h de θ 0 et puis suivi d'une infinité de 1. Donc je mets quand même 0 après, mais ensuite je fais le plus grand possible. Hein, donc cet intervalle ici, c'est J de h θ 0. Le mot fini où j'ai rajouté 0 après θ. Puis j'ai de la même façon, hein, avec ici un point h de θ 1, 0. Hein, et ici l'intervalle J de h θ 1. Et donc ce que j'appelle G de h de θ, hein, c'est l'intervalle entre les deux. Donc c'est un intervalle qui ne contient pas de points de l'ensemble de Cantor. Les points de l'ensemble de Cantor, ils se trouvent soit ici, soit ici. Donc c'est le trou, alors G c'est pour gap d'ailleurs, hein, c'est le trou entre les deux moitiés, entre guillemets, enfin entre les deux parties, hein, de J de h de θ. Donc, ça c'est ce que j'ai dessiné au tableau. Alors voilà la définition de l'épaisseur. Alors il faut regarder vraiment ce dessin. Hein. Il faut regarder ce dessin. Donc je me donne un ensemble de Cantor K, je veux définir l'épaisseur. Donc d'abord je choisis une trivialisation, ensuite on va prendre un suprémum sur toutes les trivialisations possibles, mais pour le moment je choisis une trivialisation, et puis je choisis un mot. Hein. Je choisis le mot, donc ça correspond au dessin ici. Donc à ce stade des opérations, je définis d'abord l'épaisseur tau. Donc pour le moment, elle dépend de petit h et de grand θ. Hein, donc vous prenez le plus petit, donc c'est le quotient, hein, du plus petit de ces deux intervalles, hein, par la longueur de cet intervalle. Vous voyez bien qu'intuitivement, plus ce quotient est gros, hein, plus ça veut dire que le trou est petit par rapport aux deux intervalles qui sont adjacents, hein, et ça veut dire effectivement que l'ensemble de Cantor est gros. Donc ça, disons pour le moment, ça dépend de h et de θ, et ensuite je prends le minimax en quelque sorte, je prends d'abord l'infimum sur tous les mots possibles, puisqu'on va retrouver, hein, ce dessin pour tous les mots de l'alphabet, hein, je veux dire tous les mots de quelle que soit la longueur. Hein. Donc je vais obtenir comme ceci une première quantité qui dépend encore de la trivialisation, et finalement je prends le sup sur toutes les trivialisations possibles. Hein. Donc comme ceci, alors j'ai peut-être d'ailleurs dit, oui non d'accord. Et donc comme ceci, j'obtiens une quantité. Il est possible que, je veux dire, à ce stade fini, bien sûr, cette quantité est non nulle, hein, puisque j'ai des intervalles non triviaux. Donc j'ai une quantité non nulle, mais il est possible qu'en ayant fait cet infimum sur tous les mots, hein, et c'est très facile à construire, hein, j'obtienne ici quelque chose qui non seulement est nul pour une trivialisation donnée, mais qui est nul pour toutes les trivialisations. Donc, a priori, en général, hein, l'épaisseur, donc l'épaisseur c'est ce nombre tau de K, hein, peut être, bon, est un nombre positif ou nul, bien sûr, puisque tout est positif ou nul ici, hein, et fini, bien sûr, parce que j'ai pris un inf ici, je suis parti. Enfin, je veux dire, c'est fini parce que je peux toujours fixer un des trous. Hein, alors, ça dépend, les intervalles adjacents dépendent des trivialisations, mais une fois que j'ai fixé le trou et puis que K est donné, ces intervalles-là ne peuvent pas devenir arbitrairement grands. Donc, le sup est bien fini. Hein. Bon, donc ça, c'est l'épaisseur.
Et alors, le théorème fondamental, alors qui n'est pas très difficile, alors je vais le mettre en ligne, en fait, j'ai donné une petite démonstration, donc que vous trouverez en ligne, je mettrai en ligne cet après-midi, en même temps que je mette les slides en ligne. Hein, donc une démonstration d'un théorème de Marshall-Hall, ici, qui a été en fait redécouvert plus récemment par Newhouse. Et Newhouse en a tiré des conséquences dynamiques. Hall se plaçait dans un cadre de théorie des nombres qui est assez différent. Ceci étant, bon, l'énoncé suivant est dû à Marshall-Hall. Donc si on se donne deux ensembles de Cantor contenus dans la droite réelle, K1 et K2, alors je suppose qu'ils sont assez gros dans le sens suivant, hein, c'est que le produit des épaisseurs est strictement supérieur à 1. Voilà, donc l'hypothèse qui dit que la paire K1 et K2 est gros. Alors, il est possible qu'une des épaisseurs soit petite et l'autre soit suffisamment grande pour compenser. Hein, je veux dire, non, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on construit K1, K2, soit pour avoir des épaisseurs arbitrairement grandes, ce qui permet de suppléer à ce qui se passe sur l'autre, hein, soit de construire les deux avec une épaisseur plus grande que 1, et dans ce cas, c'est garanti. Alors, ceci étant, quand on a cette hypothèse, eh bien, en fait, j'ai envie de dire, les deux ensembles de Cantor s'intersectent. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai, parce que je peux avoir K1 ici et K2 ici, et quelle que soit la géométrie de K1 et K2, ils ne vont pas s'intersecter. Donc, il y a une trichotomie, hein, si on veut. Alors, il se peut que K1 soit contenu dans une composante connexe de R moins K2. Par exemple, si K1 est tout petit, on peut évidemment le mettre dans un trou. Vous voyez que l'épaisseur ne dépend pas du tout du changement d'échelle. Hein, si vous changez d'échelle, ben vous changez dans les mêmes proportions les longueurs des intervalles ici, l'épaisseur ne change pas. Donc l'épaisseur est invariante par changement d'échelle. Par contre, bien sûr, le diamètre de K1 peut être rendu arbitrairement petit par un changement d'échelle, par une homothétie, et je peux à ce moment-là le déplacer par translation pour le mettre dans un trou de K2. Ou alors, simplement, la composante connexe en question est non bornée, et c'est ce que je faisais. Enfin, je veux dire, je peux mettre K1 ici, et puis les composantes connexes non bornées, K2, est simplement ailleurs. Alors, c'est bien sûr la même chose dans l'autre sens. Hein. Et en fait, à part ces cas-là, donc des cas triviaux, j'ai envie de dire, hein, eh bien K1 et K2 ont forcément une intersection. Donc c'est assez, je veux dire, les ensembles de Cantor, on y pense comme des ensembles fins, en quelque sorte, mais vous voyez qu'effectivement, dans ce genre enfin, je veux dire, quand ils sont gros dans ce sens-là, hein, et qu'ils ne peuvent pas être entrelacés, hein, je veux dire, typiquement, on a envie de mettre, enfin, bon, j'aurais du mal à faire le dessin, mais enfin, je peux faire une ébauche de dessin. Hein. Ce qui est interdit, c'est d'avoir en quelque sorte, voilà K1. Alors, voilà un début alors il faut que je le fasse peut-être, oui, enfin je peux. Donc voilà K1 où j'ai dessiné les premières générations de l'ensemble de Cantor. Et puis, ce qui est interdit, c'est d'avoir justement un K2 qui serait comme ceci. Hein. Là, je le mets sur une autre droite réelle, simplement pour que le dessin soit compréhensible. Hein. Voilà K2. Hein. Et donc vous voyez qu'ils sont entrelacés, ils ne s'intersectent pas, puisque une partie de K2 est contenue dans ce trou-là, et puis une autre partie de K2 est contenue dans cet autre trou. Hein. Et donc ceci n'est pas, vous ne pouvez pas réaliser cette figure avec le produit des épaisseurs plus grand que 1. Hein. C'est ça que... Alors bien sûr, il y a des situations plus compliquées en allant chercher des trous de génération plus grandes. Hein. Et donc, bon, il faut montrer... Donc, ce n'est pas un théorème difficile, mais ce n'est pas non plus un théorème complètement... Enfin, je veux dire, d'abord, il faut penser à l'énoncé. Enfin, je veux dire, à trouver la notion d'épaisseur et l'énoncé correspondant. Et même comme ça, il faut quand même... il y a 2-3 pages de démonstration. Bon, alors, je vais appliquer cette notion d'épaisseur, hein, pas à n'importe quel ensemble de Cantor, mais à des ensembles de Cantor que j'appelle dynamiques. Alors, comment on les obtient? Donc, cette fois-ci, ils auront une dynamique, mais qui n'est pas forcément la dynamique du shift, du décalage complet sur deux symboles que j'ai utilisé pour trivialiser ces ensembles de Cantor. Hein. A priori, la dynamique sera celle d'un sous-décalage de type fini, donc que j'introduis. Donc voilà sigma b, un sous-décalage que je prends topologiquement mélangeant pour ne pas avoir de problème. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'appelle, enfin, je veux dire, comment je vais construire cet ensemble de Cantor dynamiques? Donc, je veux un ensemble qui soit contenu dans la droite réelle.
Hein. Donc c'est une dynamique sur la droite réelle, enfin plutôt sur des ouverts de la droite réelle, hein, que je vais considérer. Donc j'ai d'une part une famille d'intervalles disjoints, I alpha, indexé par A. A, c'est l'intervalle sur lequel j'ai B. Hein. Je veux dire, j'ai A qui est l'alphabet initial, hein, et ensuite B qui est une partie de A fois A qui définit le sous-décalage de type fini. Donc, d'une part, une famille d'intervalles grand I qui est indexée par A, et d'autre part, une famille d'intervalles grand J qui est indexée par B. D'accord ? Donc, je veux que chaque famille soit constituée d'ensembles disjoints. Je n'ai pas dit que les I sont disjoints d'IJ, au contraire. Hein. Je vais demander que J alpha bêta soit contenu dans I alpha, hein, pour tout alpha bêta dans B. Donc le même alpha, hein, bien sûr. D'accord ? Donc je vais faire un vague dessin juste pour suggérer ce qui se passe. Donc je prends ici A égale 0, 1, 2, disons. Hein, et B, c'est l'ensemble des IJ donc dans A fois A, tel que I est différent de J, par exemple. Hein. Donc j'aurai I0, I1, I2. Ensuite, alors, donc c'est J alpha bêta contenu dans I alpha. Donc ici, j'aurai J01, J02. De la même façon ici, J1, 0, J1, 2. Finalement ici, J2, 0 et J2, 1. Voilà la situation. Et donc ensuite, la dynamique, elle est donnée par une application petit f qui va de l'union des J sur l'union des I. Hein. Alors, je demande qu'elle soit de classe CR, R supérieur ou égal à 1. Très fréquemment, il faudra imposer que R soit strictement plus grand que 1. Ben, pour le moment, je peux me permettre de prendre aussi des choses de classe C1. Hein, et donc, bon, c'est écrit, hein, je veux que pour chaque alpha bêta, f restreint à j alpha bêta soit un diffeomorphisme sur I bêta. Donc, si je dessine juste ce qui se passe pour les deux premiers, sans tout dessiner, donc J01 doit envoyer J01 sur tout l'intervalle I1, hein, cet intervalle, petit intervalle J01, donc ça va tendance à dilater, d'ailleurs ça va être écrit dans un instant. Et puis, par exemple, l'intervalle J02 qui est ici, lui, va sur tout l'intervalle I2. Et donc, je demande ce qui est ici. Alors, quelquefois, je demande ceci à conjugaison près, ou, enfin, je veux dire, ou en prenant un itéré ici. Enfin, je veux dire, c'est des variantes sur la définition. Là, j'ai pris la définition la plus simple, donc je prends directement que la dérivée en module. Hein, je n'empêche pas de renverser l'orientation. Hein. Mais en module, en valeur absolue, la dérivée doit être plus grande que 1 partout sur l'union des J. Voilà. Alors à ce moment-là, je peux fabriquer un ensemble de Cantor, hein, en regardant simplement les points qui ne s'échappent pas. Puisque je peux itérer petit f tant que je reste dans l'union des J. Hein. L'union des J, elle est contenue dans l'union des I, mais comme le montre le dessin, elle est strictement contenue dans l'union des I. Hein. Donc, l'ensemble de Cantor qui m'intéresse, c'est l'ensemble des points, que j'appelle grand L ici, hein, c'est l'ensemble des points qui ne s'échappent pas du domaine de petit f, c'est-à-dire qui restent, pour tout temps positif, qui restent dans l'ensemble grand J. Et c'est ça que j'appelle ensemble dynamique, de Cantor dynamique de classe CR. Donc c'est un ensemble de Cantor pour lesquels il existe des I, J, petit f avec ses propriétés. Et quelques L, bien sûr, sont obtenus de cette façon. Voilà, donc voilà pour la notion d'ensemble de Cantor dynamique de classe CR. C'est important de garder la mémoire de la différenciabilité, au moins surtout de savoir si R est égal à 1 ou strictement plus grand que 1. Alors, bon, bien sûr, ce que j'ai fait, ce n'est pas une nouvelle dynamique que je regarde. Hein. J'ai tout fait pour que L, donc, qui est invariant par définition, hein, essentiellement, par définition, L est invariant, et quand je restreins la dynamique de petit f à grand L, qui est donc l'ensemble maximal invariant, hein, eh bien j'obtiens quelque chose qui est topologiquement conjugué. J'ai tout fait pour, hein, je veux dire, j'ai tout écrit pour, topologiquement conjugué au sous-décalage unilatéral, hein, sur sigma b+. Bon, alors, un exemple très facile, mais juste pour voir de quoi il s'agit, hein, d'ensemble de Cantor dynamique et d'épaisseur. Hein. D'épaisseur, donc, je vais faire le dessin, de nouveau.
je me donne un paramètre lambda strictement supérieur à 2. Et donc j'ai dessiné, alors c'est pas tout à fait, mais presque dans le cadre que j'ai indiqué ici, quand en fait j'ai un décalage complet au lieu d'avoir un sous-décalage, il est plus facile de prendre un seul grand intervalle, un seul i, et autant de petits j que j'ai de lettres dans l'alphabet, parce qu'il n'y a plus de conditions de transition, je veux dire aucune restriction, et c'est ce que je fais ici. Donc le I0 et le I1, si vous voulez, ce serait plutôt le J0 et le J1. Enfin bon, je vais faire le dessin. Mais enfin, ceci étant, on peut se ramener à cette situation-là, mais simplement c'est inutilement compliqué d'une certaine façon. Donc j'ai 0, 1. Puis j'ai deux intervalles de longueur lambda de chaque côté. Lambda moins 1 ici, 1 moins lambda moins 1 ici. Et ma dynamique est donnée par les formules ici, donc la pente est lambda. Et donc évidemment, comme les intervalles sont de longueur lambda moins 1, j'obtiens bien donc, une première application. J'ai pris des applications affines justement pour pas que ça complique les choses. Et donc c'est défini. Le domaine de définition de f, c'est l'union de ces deux intervalles, I0 et I1. Et donc j'aurais pu regarder l'ensemble maximal invariant sous cette application petit f qui est affine. Alors là, évidemment, tous les calculs sont très simples parce que c'est affine. Et j'obtiens comme ceci un ensemble L, donc un ensemble de Cantor dynamique par définition. Et vous pouvez calculer son épaisseur. En l'occurrence, l'épaisseur, parce que c'est affine, donc tout est préservé à toutes les échelles, il n'est pas difficile de voir. Il faut quand même faire un petit argument, parce qu'il y avait un sup sur les trivialisations et des choses comme ça. Mais il n'est pas difficile de voir que en fait, l'épaisseur est donnée par ce que vous voyez avec ce gap initial par rapport à ces deux intervalles. Donc vous voyez que la longueur du gap, c'était 1 moins 2 lambda moins 1. La longueur de chaque intervalle, c'est lambda moins 1. Et donc l'épaisseur est donnée par cette formule. Et donc, qui revient, après la multiplication par lambda, à ceci. Donc ça, c'est l'épaisseur. Donc voilà pour un exemple. Évidemment, ça peut être, si vous voulez calculer exactement l'épaisseur avec des petits f qui ne sont pas affines, ça risque d'être assez costaud, enfin je veux dire assez compliqué. Mais en général, vous avez vu le théorème de Hall vous demande seulement que l'épaisseur soit strictement plus grande que quelque chose. Et Dieu merci, ça vous évite d'avoir à considérer, si je reviens en arrière un petit peu, oui, ça vous évite de considérer toutes les trivialisations, puisque pour vérifier que cette condition est vérifiée, il suffit que je trouve une trivialisation telle que, à ce moment-là, le taux de k est suffisamment grand pour cette trivialisation. Donc je veux dire, je n'ai pas à considérer, quand j'ai juste à minorer l'épaisseur, je n'ai pas à considérer le sup sur les trivialisations, il suffit d'en trouver une bonne. En l'occurrence, la trivialisation qui est ici, elle est transparente, la bonne trivialisation, puisque la dynamique est donnée par le chiffre sur deux symboles, précisément A+. Et donc, d'une certaine façon, il y a le paramétrage dynamique naturel de l'ensemble de Cantor, c'est aussi celui qui me donne la trivialisation qui donne exactement l'épaisseur. Mais enfin, en général, il n'y a pas de raison que ça soit le cas. Voilà. Alors, oui, j'ai déjà fait ça. Alors, pour les applications, il est vital que l'épaisseur se comporte correctement. Alors, c'est le cas en topologie CR avec R strictement plus grande que 1, mais ce n'est simplement pas le cas du tout en topologie C1. Donc, pour R strictement plus grand que 1, alors d'une part, les ensembles de Cantor dynamiques ont toujours une épaisseur strictement positive. C'est ce qui n'est pas le cas d'un ensemble de Cantor général, dont l'épaisseur peut être nulle. Et de plus, si je fais varier légèrement le difféomorphisme, dans la topologie CR, j'insiste de nouveau, R est strictement plus grand que 1, quand je fais varier donc petit f, eh bien l'épaisseur va varier continuellement. Donc ça, c'est précieux. Et par contre, c'est complètement faux en classe C1, d'une part parce que l'épaisseur peut être nulle, et d'autre part parce qu'il n'y a aucun type de continuité dans la topologie C1. Voilà. Ok, donc c'est ça qui sépare
on avait vu pour les tangences homoclines, qui font que ça ne va fonctionner, le mécanisme de non-hypermolicité, que dans la topologie CR avec R strictement plus grande que 1. Alors, pour appliquer, ici on était sur R, je veux appliquer ça à des surfaces ou des variétés de dimensions plus grandes, mais enfin je vais surtout regarder des surfaces. Et donc il faut quelque part que je dise comment je vais passer d'un ensemble basique qui sera en l'occurrence de type cell en dimension 2 ou plus à un ensemble de Cantor qui lui serait contenu dans R. Alors, ou au moins dans une variété de dimension 1. Une fois que c'est une variété de dimension 1, je peux mettre une métrique riemannienne dessus et voir qu'elle est isométrique à R. Alors, je pars d'une variété, donc une partie ouverte. Donc ça, c'est le cadre standard que j'avais regardé pour l'hyperbolicité, sauf que je vais prendre un plongement de classe C2, pas simplement C1. Je prends donc ensuite un ensemble basique pour F. Alors, je vais faire une hypothèse forte, enfin forte si je suis en dimension grande, automatiquement vérifiée si je suis en dimension 2. Donc je suppose que le fibré instable enfin, automatiquement vérifié, c'est-à-dire qu'une fois que, si je suis en dimension 2, je veux éviter que j'ai simplement une orbite périodique attractive ou répulsive. Mais ceci étant, donc je suppose que le fibré instable est de dimension 1. Alors, donc, je vous rappelle que comme un ensemble basique, c'est par définition un ensemble transitif où il y a une orbite dense, et que le long d'une orbite, bien sûr, la dimension des ensembles stables et instables reste la même, et que la décomposition étant continue, c'est une fonction continue du point, bien sûr, sur un ensemble basique, la dimension du fibré instable est constante, et de la même façon pour le fibré stable. Donc je peux parler de la dimension du fibré instable, c'est la même en tout point, et donc je suppose qu'elle est égale à 1. Alors, donc, il y a cette propriété forte, je pense qu'il faut attribuer à Hirschsprung, qui dit ceci, donc il existe un R strictement plus grand que 1, tel que, alors je dis lamination ici parce que ce n'est pas un feuilletage, parce que a priori ça ne remplit pas l'espace, c'est juste un ensemble de feuilles. Donc WS de K, c'est l'objet géométrique formé des variétés stables WS de X pour X dans K. Si, suivant les cas, si K est un attracteur, ça va être un feuilletage, pas forcément très régulier, mais un feuilletage dans un voisinage de K. Mais par contre, si K est de type cell, ou encore pire, si K est répulsif, enfin pas encore pire, mais si K est répulsif, à ce moment-là, ça ne va pas remplir un voisinage de K, c'est juste des feuilles, c'est ce que j'appelle lamination ici. Alors l'application de l'holonomie, alors ces feuilles dépendent quand même continuellement du point, et donc l'application de l'holonomie, on l'a déjà vu, mais je le rappelle. Donc j'ai en gros ce dessin-là. Voilà les feuilles WS de X, X dans K. Je suis au voisinage de K en tout cas. Et puis je peux regarder donc une transversale sigma, une autre transversale sigma prime. Alors le point fondamental, c'est que sous l'hypothèse que le fibré instable est de dimension 1, sigma et sigma prime sont de dimension 1. Ce que j'utilise ici, c'est que la dimension des feuilles stables est de dimension D-1, D étant la dimension de la variété. Et donc l'application de l'holonomie, c'est l'application qui me fait passer d'une certaine partie fermée de sigma, qui est l'intersection de sigma avec les feuilles stables, à une autre partie fermée contenue dans sigma prime, juste en suivant les feuilles. Donc l'application, alors je ne veux pas lui donner de nom, mais je veux dire, on passe d'un point X à un point X prime en suivant une... Alors c'est pas X, je vais mettre Z. En suivant les feuilles, et donc j'ai une application partiellement définie de sigma dans sigma prime. Alors attention, encore une fois, c'est des courbes sigma et sigma prime ici, et donc dans cette circonstance, c'est de classe CR, R plus grand que 1, au sens de Whitney.
C'est seulement partiellement défini, donc je ne peux pas directement parler de différenciabilité. Une façon commode, disons, de court-circuiter la définition propre de CR au sens de Whitney et dire qu'il y a une extension de cette application, donc cette fois-ci à tout sigma et à tout sigma prime, une extension qui n'est pas unique, c'est une extension, hein, qui, elle, est de classe CR de cette transversale, hein, dans celle-là. Alors ça, c'est vraiment, je vais dire, cette condition est absolument nécessaire. Hein, ici, la condition de... Alors on a déjà vu cette propriété, si vous vous rappelez, quand j'ai regardé les applications du théorème de Ruel-Perron-Frobenius, hein, application pour calculer les dimensions de Hausdorff. Et de nouveau, j'avais besoin de cette hypothèse, hein, pour pouvoir calculer la dimension, précisément la dimension de ces ensembles-là. Cette intersection, hein, du feuilletage stable avec une transversale, et justement parce que les applications de holonomie sont de classe CR, la dimension de Hausdorff de ce genre d'intersection était préservée par holonomie. Holonomie, hein, donc c'est le passage d'une transversale à l'autre, en suivant les feuilles du feuilletage, enfin, les feuilles de la lamination. Voilà, donc j'ai cette proposition, et ça veut dire que, encore une fois, oui, enfin, ça veut dire que, comme corollaire, hein, maintenant je récupère un ensemble de Cantor dynamiques au sens précédent, c'est-à-dire contenu dans R. Alors, contenu dans R, plus exactement, je dois paramétrer, hein, je vais paramétrer sigma par... alors, en général, il est pratique de choisir pour sigma une variété instable, locale. Hein, donc, pensez par exemple ici, le point X appartient à K. Hein, et donc, je considère la variété instable locale. Enfin, ce n'est pas obligatoire, je dis simplement, c'est souvent plus pratique. Hein, et regardez l'intersection donc de K. Alors, si j'ai pris la variété instable locale, je vais vraiment regarder l'intersection de K avec cette variété instable locale. Et donc, on vérifie, enfin, je veux dire, à partir de cette proposition, il est facile de voir... Donc, cette transversale, vous voyez qu'en général, elle n'est pas invariante. Hein, même si x était un point fixe. Alors, si x est un point fixe, effectivement, la partie qui est ici, très proche de x, elle va aller sur peut-être ici, par exemple. Donc, à ce moment-là, elle est un petit peu invariante. Mais de toute façon, la partie de k qui se trouverait par ici, enfin, je dois peut-être faire je vais faire le dessin rapidement du fer à cheval. J'ai juste le temps de terminer ça. Donc, quand j'ai un fer à cheval, un début de fer à cheval, alors, disons que je vais prendre le feuilletage, pour être cohérent avec ce dessin, le feuilletage stable est là, le feuilletage instable est là, donc je pourrais prendre pour sigma ce morceau de variété instable, entre ces deux points, hein, ce morceau-là. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, alors bien sûr, pour regarder quelle intersection j'ai, alors ici, j'ai une application dilatante, puisque j'obtiens ce segment ici. Hein, est envoyé directement par la dynamique sur le segment allant jusqu'ici. Donc, c'est une première application dilatante avec dérivée plus grande que 1. Mais si je regarde l'autre morceau qui est ici, il n'y a rien, hein, il n'y a pas d'intersection du tout, c'est le premier trou, c'est le premier gap. Hein. Mais si je regarde ce morceau-là, je ne vais pas pouvoir l'envoyer par la dynamique directement sur celui-là. En fait, l'image de ce segment-là, c'est le segment qui est ici. Donc là c'est vraiment la dynamique qui me l'envoie ici. Mais maintenant, pour revenir à cette transversale, je dois utiliser l'application de l'holonomie. Donc je fais glisser les points le long du feuilletage stable, d'ici à ici. Et pour les faire glisser et continuer à obtenir quelque chose de classe CR, j'ai besoin que ces applications de l'holonomie soient de classe CR. La dynamique peut être parfaitement analytique, aussi régulière que vous vouliez, mais en général, vous n'obtiendrez pas mieux que l'existence de cette entière. Je veux dire, même si au départ le diffeomorphisme est analytique, il n'y a pas de raison que ces applications en général soient de classe C2 par exemple. Mais elles sont certainement de classe CR avec R légèrement plus grand que
qu'on peut calculer un petit peu en termes des taux d'expansion et de contraction, mais enfin, je veux dire, en tout cas, l'important, c'est l'existence de cette entière. Voilà, alors, oui. Donc, est-ce que j'ai le temps? Oui, je reprendrai peut-être à cet endroit-là, comme ça fera une transition. Hein, donc, voilà le genre de circonstances où je vais pouvoir avoir... vous vous rappelez, pour avoir la non-densité de l'hyperbolicité, il me fallait trouver des ouverts où je puisse avoir de façon dense des tangences homoclines. Donc ici, on va partir d'un ensemble basique. Donc vous voyez que c'est plus ou moins le même dessin qu'ici, à ceci près, ce qui se passe le long de l'orbite de Q, ou en dehors de l'ensemble basique. L'ensemble basique, il est juste ici, mais en dehors de l'ensemble basique, j'ai une tangence homocline. Donc j'ai quelque chose de parfaitement hyperbolique dans l'union de ces quatre carrés. Mais par contre, en dehors, et relié quand même à cette dynamique, j'ai une tangence homocline qui est ici. Bon, je vais peut-être m'arrêter ici. Bon, on va voir qu'en fait, si l'ensemble basique que j'ai choisi est assez gros, et ça va se traduire par le fait que cet ensemble de Cantor dynamiques, et de façon analogue, celui-là, ont une épaisseur assez grande, eh bien, par donc, un théorème de Newhouse, théorème de Newhouse, on va obtenir au voisinage du diffeomorphisme qui est indiqué ici, pas au voisinage de celui-là, où la situation est parfaitement hyperbolique, je ne vais pas créer comme ceci des tangences homoclines, mais ici où je pars avec une tangence homocline, je vais pouvoir créer un ouvert. Alors ici, ce n'est pas un ouvert pour le moment, cette situation ne correspond pas à un ouvert, parce que bien sûr, par perturbation, je peux bouger l'intersection pour la transformer en deux intersections transverses ou pas d'intersection du tout. Mais on pourra malgré tout trouver au voisinage de ce diffeomorphisme un ouvert où les tangences homoclines deviennent denses. Donc ça sera énoncé en slide la prochaine fois. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on terminera cette étude des tangences homoclines robustes. Enfin, ce phénomène de non-densité de l'hyperbolicité, il y a encore beaucoup à dire dessus, mais ce sera pour plus tard si j'ai le temps. Et puis, on dira aussi quelques mots, ce qui se passe dans le cas des cycles hétérodimensionnels, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là. Voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui.